Bonjour à toutes et tous, c'est Yves Noël pour Forbes 30 Under 30. Le palmarès Forbes France 30 Under 30 2020 récompense cette année encore 30 jeunes de moins de 30 ans, entrepreneurs, artistes, créateurs, sportifs qui se distinguent par leur talent, leur créativité, leur capacité d'innovation et leur force de travail. Charles Cohen est l'un d'entre eux, il est le créateur de Bodyguard. Les gros bras que vous voyez derrière moi, c'est son logo, prêt à vous défendre contre le cyberharcèlement. Bonjour Charles, comment vas-tu? Bonjour Yves, merci beaucoup, ça va et toi? Ça va bien, je suis ravi de t'avoir parmi nous pour évoquer un sujet brûlant, c'est le cyberharcèlement. Quelle ampleur ça a le cyberharcèlement aujourd'hui? Alors en effet, c'est un très bon sujet d'actualité. Alors le cyberharcèlement, c'est quelque chose de très problématique, à plusieurs niveaux. Il y a déjà au niveau humain et au niveau, on va dire, un petit peu business. Alors oui, en effet, ça a des répercussions à 2 niveaux. Donc d'un point de vue humain, le cyberharcèlement, ça fait des dégâts, quasiment irréversible et parfois invisible. C'est-à-dire qu'en France, on a à peu près 50% des jeunes de moins de 18 ans qui ont déjà été au moins une fois victimes ou auteurs de cyberharcèlement sur Internet. Donc c'est quelque chose vraiment d'énorme. Et parmi ces 50%, il y a 60% de ces enfants qui ont déjà eu des idées suicidaires. Donc c'est pour vous donner vraiment l'ampleur de la chose. Et alors ça a des répercussions à plusieurs niveaux. Ça peut aller du manque de confiance en soi pendant 30 ans, qui est également catastrophique. Ça peut aller jusqu'à la dépression. Ça peut aller même pire jusqu'au suicide. Je rappelle qu'il y a quand même 60 suicides par an liés à ça. Euh, une vie humaine perdue à cause de mots virtuels, ce qui est quand même assez incroyable. Et étant donné que maintenant Internet fait partie de notre vie, pour moi, il n'y a plus de différence entre le harcèlement et le cyberharcèlement. Qu'on soit harcelé dans la vraie vie ou sur Internet, c'est pour moi pratiquement la même chose parce que voilà, Internet fait partie de notre vie. Donc, au niveau humain, énormément de répercussions. Au niveau des entreprises, également, beaucoup de répercussions qui sont assez graves. Euh, pour parler un petit peu en termes business, il y a un impact fort sur la rétention et l'acquisition des utilisateurs pour les entreprises. C'est-à-dire que les entreprises qui ont beaucoup de haine, beaucoup de cyberharcèlement sur leur plateforme ont tendance à perdre des utilisateurs et parce qu'ils quittent tout simplement la plateforme, et il y en a d'autres qui n'osent simplement pas s'inscrire de peur de se faire insulter. Rétention et acquisition des utilisateurs fortement impactés. On a un impact très fort au niveau de l'image de marque de l'entreprise. On a vu très récemment avec YouTube des annonceurs qui sont partis suite à des commentaires pédopornographiques sous des vidéos d'enfants, de jeunes filles de 10 ans qui se filmaient tout simplement en train de faire de la gym. Et ça s'est représenté par des pertes de plusieurs centaines de milliers de dollars pour YouTube, par exemple. Donc, c'est un vrai fléau et il faut enfin commencer à le considérer et à essayer de lutter efficacement contre ça. Est-ce que c'est parce que c'est aussi grave que tu as eu cette idée de départ de créer Bodyguard? Ce que je n'ai pas dit sur les dégâts du cyberharcèlement, c'est qu'il y a également un dégât un petit peu moins visible et peut-être un peu moins fort, mais qui est sur le fond d'autant plus grave, c'est l'autocensure. La haine en ligne et le cyberharcèlement entraînent de l'autocensure, dans le sens où beaucoup de jeunes, voire même des adultes, n'osent pas s'exposer, s'exprimer publiquement sur Internet de peur de se faire insulter. Ils n'osent pas créer du contenu de peur de se faire insulter. Et ça, ce n'est pas normal qu'en 2020, on ait des journalistes ou des politiques de tout parti qui quittent Twitter, par exemple, parce qu'ils se font insulter. La haine entraîne de l'autocensure et l'idée de base de Bodyguard, en plus bien sûr de lutter contre ce fléau et de réduire tous les dégâts moraux que feront le cyberharcèlement, c'est également finalement de pouvoir lutter contre cette autocensure. Dans le sens où moi, je n'ai jamais vraiment été victime de cyberharcèlement, mais par contre, j'ai été victime, je pense comme beaucoup de monde, d'une chose, c'est cette autocensure, dans le sens où j'ai toujours, entre guillemets, eu un petit peu peur, du moins durant ma jeunesse, de m'exposer publiquement ou de créer du contenu sur Internet de peur de me faire insulter ou moquer. Donc l'idée à la base de Bodyguard vient de là. Le projet de loi sur le cyberharcèlement a été voté le 13 mai, tout récemment.
et il fait l'objet d'énormément de polémiques, en particulier des acteurs qui sont experts sur le sujet, comme la Quadrature du Net. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, pour moi, il y a déjà deux choses. Tu fais référence donc à la loi Avia qui a été votée il y a quelques jours, qui, pour essayer de vulgariser dans les grandes lignes ce qu'elle demande, c'est la suppression en 24 heures des contenus manifestement illicites, manifestement haineux, signalés par les utilisateurs, par les plateformes. Concrètement, vous signalez un contenu qui est manifestement raciste à une plateforme, elle est dans l'obligation, dans les 24 heures, de la supprimer. Ça, c'est la loi, sous peine d'avoir des sanctions, des sanctions pénales, des sanctions financières. Dans le fond, cette loi est très bien. Il n'y a aucun souci là-dessus. Je pense qu'il est important de différencier les types de haine. C'est-à-dire qu'il y a cyberharcèlement et il y a discours de haine. Le cyberharcèlement, c'est des contenus haineux qui sont destinés à une personne en particulier, un individu. Donc un contenu haineux directement à l'individu qui l'attaque directement. Les discours de haine sont, eux, des discours, des contenus haineux qui sont destinés à un groupe de personnes, de par leur religion, de par leur sexualité, de par leur ethnie. C'est deux choses qui sont entièrement différentes. Pour moi, pour tout ce qui est lié au cyberharcèlement, il n'y a aucun débat à avoir sur la nécessité de supprimer le plus vite possible ces contenus. Et même, je trouve que 24 heures, c'est un petit peu inutile, dans le sens où, si on ne supprime pas ces contenus en temps réel, le mal est fait. Donc, quel est l'intérêt de les supprimer 1 heure, 2 heures, 4 heures, 24 heures après, tant que la personne qui est censée le recevoir le voit? Donc, le mal est déjà fait. Donc, pour moi, tous les contenus liés au cyberharcèlement devraient être supprimés quasi en temps réel par une technologie automatique et autonome, mais on reviendra après là-dessus. Donc, pour la loi Avia, tout ce qui est lié au cyberharcèlement, pour moi, il ne devrait pas y avoir de débat. Je veux dire, c'est à cause de ces contenus en question qu'il y a des enfants qui s'enlèvent la vie et qui se pendent dans leur chambre à 11 ans. Donc là, il n'y a pas de débat. Là où il peut y avoir débat, c'est sur les contenus liés finalement au discours de haine, où il peut y avoir des débats liés finalement à la liberté d'expression. Et là, en effet, le débat est un peu plus intéressant dans le sens où, et je pense que c'est à juste titre, si on force les plateformes à les supprimer en 24 heures, il peut y avoir un petit peu de surcensure. Par surcensure, j'entends la suppression de contenus qui sont quand même très violents, mais qui ne tombent pas sous les coups de la loi liée au contenu haineux. Pas la loi Avia, mais la loi qui existe depuis 60 ans, qui interdit les gens qui interdit aux gens d'insulter ou de proférer des contenus racistes. Donc voilà, le débat il est là, le débat il est sur les discours de haine. Où est-ce qu'on met le curseur? Où est-ce qu'on met le curseur? Est-ce que 24 heures, ce n'est pas, est-ce que c'est trop peu? Est-ce que ça va amener vers de la surcensure des plateformes? Est-ce que ces plateformes vont pouvoir supprimer tout et n'importe quoi? Oui et non. Et principalement non, pourquoi? Parce que les suppressions vont être encadrées et surveillées par un organisme externe qui est le CSA. Donc, si je dois conclure rapidement, les contenus liés au cyberharcèlement, aucun débat sur la nécessité de devoir les supprimer. Parce que j'ai envie de dire aux gens que ce n'est pas vous qui recevez des appels de parents dont l'enfant vient de sauter la vie. Voilà. Donc là-dessus, il n'y a pas de débat. Les contenus liés au cyberharcèlement, ils doivent être supprimés. Ils font des dégâts catastrophiques. Sur les discours de haine, on peut débattre. C'est super intéressant. Débattons en étant, on va dire, courtois. et, et en effet, ça peut être quelque chose de très intéressant et à voir comment va évoluer la loi. Pour moi, elle va énormément changer parce qu'elle a des imperfections, mais le fond est bon. Donc, c'est sur la façon, sur la manière, à mon avis, il faut un petit peu challenger tout ça et ça évoluera, je pense, dans les prochains mois. Votre métier, c'est donc éliminer les commentaires de cyberharcèlement qui concernent un individu sur ses comptes. Comment ça marche? Quel est le principe de votre solution, sans dévoiler de secrets industriels? Très bonne question. Donc, nous, on a développé une application mobile entièrement gratuite, sans publicité, sans collecte de données, qui s'appelle Bodyguard, qui est donc disponible gratuitement sur iOS et Android, qui vous protège en temps réel des contenus haineux qui vous sont destinés sur vos réseaux sociaux. L'usage est très très simple. On télécharge l'application, on se connecte donc avec un ou plusieurs de ces réseaux sociaux. À partir de ce moment-là, une fois qu'on s'est connecté, on va personnaliser sa modération. C'est-à-dire que c'est vous-même, via l'application mobile Bodyguard, qui allez définir
ce dont vous souhaitez être protégé ou non et avec quel niveau d'intensité. On y reviendra après, mais c'est ça qui est très intéressant avec Bodyguard, c'est que contrairement aux plateformes, c'est vous qui fixez votre propre curseur. Donc, ça supprime déjà beaucoup de débats. Donc, vous téléchargez Bodyguard, vous vous connectez, vous personnalisez votre modération et à partir de ce moment-là, vous fermez l'application et vous continuez d'utiliser vos réseaux sociaux comme avant, vos applications Twitter, Facebook, Instagram, YouTube comme avant, ça ne change rien pour vous. Nous, ce qui va se passer en arrière-plan de notre côté, c'est que nos serveurs, toutes les 10, 20, 30 secondes, vont venir récupérer tous les derniers commentaires sous vos vidéos YouTube, les commentaires sous vos photos Instagram, les gens qui vous mentionnent sur Twitter. On va récupérer ces contenus, les analyser avec notre technologie. Et si la technologie détecte le contenu comme haineux selon vos critères de modération, le contenu est retiré de la plateforme et l'auteur du contenu peut être bloqué, banni, etc. Donc, c'est une protection temps réel du cyberharcèlement avec donc une technologie qui détecte en moyenne 90% des contenus haineux pour seulement 2% de faux positifs. Et c'est surtout une application qui vous permet à vous de choisir votre niveau d'intensité de modération. Et c'est ça qui est intéressant et qui est différent des plateformes, comme je disais tout à l'heure. Je l'ai chargé ce matin, l'application Bodyguard. Je l'ai trouvée extraordinairement simple. J'ai ainsi protégé mon compte YouTube, Twitter, Instagram. C'est également possible pour Twitch, Mixer. Pourquoi ce n'est pas possible sur Facebook? Alors, pour Facebook, on a un petit souci au niveau du scandale Cambridge Analytica qui a touché Facebook il y a quelques années. C'est que suite à ça, ils ont totalement fermé leurs outils destinés aux développeurs. Donc, on ne peut pas finalement se brancher sur Facebook pour protéger un individu. Donc, l'application Bodyguard ne peut pas fonctionner à titre individuel. Par contre, on peut se brancher sur Facebook pour modérer des groupes et modérer des pages. Donc, d'un point de vue business, c'est possible sur Facebook, mais pas pour protéger un individu. Donc, le souci est surtout lié à ça. Après, il manque des plateformes comme TikTok, Snapchat. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont tout simplement pas, eux non plus, d'outils destinés aux développeurs pour que nous, on puisse brancher Bodyguard là-dessus. Alors, le but, ça va être de discuter avec eux pour qu'ils nous donnent un accès, parce qu'il y a également un vrai besoin et une vraie demande, afin qu'on puisse se brancher et donc modérer et protéger les utilisateurs sur ces plateformes. Alors, vous êtes autodidacte, contrairement à la plupart des lauréats de 30 Under 30 qui ont généralement un master. Et on peut que vous féliciter pour ça. Et vous-même, vous tenez à porter un message aux autres autodidactes. Et puis, bien sûr, on a envie de mieux connaître votre parcours. Alors oui, en effet, je n'ai pas fait d'études. Alors après, moi, j'aime pas trop le discours self-made, blablabla. J'ai quitté les cours, je bossais chez McDonald's et j'en suis là parce que bon, c'est un peu vu et revu. Donc, je ne tiens pas du tout à avoir ce discours-là. Moi, j'ai un parcours un petit peu différent, mais parce que j'ai eu la chance de commencer la programmation informatique à l'âge de 10 ans et par passion. Et donc, c'est ce qui m'a permis, dans un domaine où finalement la formation compte moins que l'expérience, c'est ce qui m'a permis de ne pas avoir besoin de faire d'études. Donc, j'ai commencé à 10 ans la programmation informatique, j'ai eu mon bac S à 18 ans et après, je me suis dit, bon, j'ai un package de 8 ans d'expérience. Pourquoi j'irais perdre 5 ans à faire une école où je vais finalement rien apprendre parce que j'ai déjà appris tout ça. Donc, je me suis dit, je ne vais pas faire d'études, je vais me lancer et je vais apprendre sur le tas tout ce dont tous les domaines dans lesquels j'ai des lacunes, comme tout ce qui était à l'époque lié à la finance, la comptabilité, la communication, tout ça. Donc voilà, moi c'est finalement mon message il est assez ciblé. Je ne dis pas qu'en ne faisant pas d'études, on va forcément réussir, loin de là. C'est pas parce que Steve Jobs ou Mark Zuckerberg ont quitté Harvard que c'est pas parce ils ont pas fait d'études qu'ils ont réussi, c'est parce que ils étaient à Harvard, donc c'est également ça qui leur a permis de réussir. Mais moi je dis juste ce qui m'a permis d'en arriver là, c'est que mes parents ont finalement fait confiance à la passion plutôt qu'aux études et aux diplômes. Dans le sens où, c'est mon message d'ailleurs aux parents, de dire que si vous trouvez que vos enfants ont une passion quelque part, ne le forcez pas. Selon moi, je me trompe peut-être et je suis encore très jeune, donc voilà, mais c'est ma propre expérience. Si votre enfant a une passion quelque part, ne le forcez pas à faire
des études dans un autre domaine parce que ça est censé rapporter mieux, laissez-le faire ce qu'il aime et il le fera très bien et il sera un jour, ça paiera, quoi. Donc mon discours, c'est ça, c'est de ne pas forcer les enfants à suivre une voie qui ne leur plaît pas, peu importe leur passion. S'ils en ont une, moi je conseille juste de suivre cette passion et à un moment donné, l'expérience prévaut sur les diplômes et à un moment donné, avec un petit peu d'intelligence et je sais pas moi, de ruse, on peut peut-être essayer de s'en sortir. Enfin, de s'en sortir, je dis pas que je m'en suis forcément sorti, mais bon, j'ai réussi mon objectif qui était de, on va en parler je pense après, mais un objectif financier pour Bodyguard surtout, pour pouvoir un peu voir un peu plus haut. Oui, aujourd'hui, vous avez de grands professionnels, experts qui travaillent avec vous. Vous pouvez nous en dire plus? C'était aussi un des messages que j'aimais bien avec Bodyguard, en plus du fait que on peut avoir une entreprise finalement sociale qui a un impact positif sur le monde, on peut faire ça et également lever des fonds. Dans le sens où j'ai clôturé une levée de fonds il y a 3 mois maintenant de 2 millions d'euros pour Bodyguard. Euh, c'est pas pour me jeter des fleurs ou quoi que ce soit, mais c'est simplement pour montrer que c'est possible. J'ai réussi à lever des fonds, j'avais 23 ans, sans diplôme, sans chiffre d'affaires, en étant seul dans ma boîte, et j'ai quand même réussi à lever 2 millions d'euros. Alors après, derrière, il y avait un produit, il y avait une technologie, il y avait l'application Bodyguard qui a 40 000 utilisateurs, donc il y avait tout ça, mais montrer que c'est quand même possible, je pense que c'est intéressant. Euh, donc voilà, comme je l'ai dit, j'ai réussi à lever 2 millions d'euros auprès de beaux acteurs du marché des fonds d'investissement français comme Team Aventure, StarQuest, Plug and Play et également d'autres business angels qui m'ont fait confiance et qui sont assez, on va dire, doués dans leur domaine. Alors, vous avez un succès incontestable, hein, 97% d'utilisateurs satisfaits, plus de 40 000 YouTubeurs qui sont inscrits. Vous êtes 100% gratuit, vous avez 0% de publicité. Comment est-ce que vous vivez? C'est quoi votre modèle économique? Alors, très très bonne question. Alors, déjà, ce qui nous permet de survivre, donc maintenant, on a recruté une équipe de 10 personnes, c'est principalement la levée de fonds qui permet de payer en fait l'équipe, mais qui permet également de payer l'équipe pour développer des solutions qui vont rapporter de l'argent à court, moyen et long terme. Euh, donc, on a 3 solutions. On a l'application B2C qui est Bodyguard, qui est gratuite, qui restera entièrement gratuite parce qu'on estime que c'est pas aux utilisateurs de payer pour être protégés du cyberharcèlement. Ça doit être fait gratuit, ça doit être proposé gratuitement par les plateformes, mais malheureusement, elles le font peu ou pas assez ou pas très bien. Et donc, ce n'est pas à l'enfant de 10 ans de payer pour cette protection-là. Ça doit être gratuit et ça répond à la mission de Bodyguard qui est de protéger le plus de monde gratuitement du cyberharcèlement en intervenant avant que le mal ne soit fait, peu importe le média, peu importe la langue. Donc, on a l'application Bodyguard qui restera toujours gratuite, qui est ouverte à tout le monde, qui bénéficiera toujours des dernières nouveautés, des dernières plateformes compatibles et des dernières améliorations liées à la technologie. On va également sortir une solution dans les prochains jours qui s'appelle Bodyguard pour les familles, qui est destinée aux parents pour les alerter en temps réel si leurs enfants sont victimes ou auteurs de cyberharcèlement sur Internet. Donc ça, c'est une solution qui va être commercialisée en B2B2C. C'est-à-dire que nous, ce qu'on veut faire, c'est vendre des licences aux très gros groupes comme des assurances, des banques, pour qu'ils puissent proposer cette solution gratuitement à leurs clients, aux familles. Donc nous, ça répond à notre mission de toucher gratuitement énormément de monde. Derrière, c'est une situation un petit peu win-win. On a par exemple des assurances qui nous payent à la licence pour utiliser Bodyguard pour les familles, qui eux derrière le proposent à leur famille, et tout le monde est content et tout le monde est gagnant. Donc ça, c'est la deuxième solution. Et la troisième solution qui va également sortir dans les prochains jours, c'est un petit peu Bodyguard pour les entreprises, Bodyguard pour les développeurs, un peu comme une solution SaaS. On va ouvrir notre technologie pour que n'importe quelle startup, n'importe quelle entreprise, n'importe quelle plateforme, site internet puisse utiliser notre technologie pour protéger leurs utilisateurs, modérer leur plateforme et retirer les contenus haineux, les contenus très problématiques. Le tout selon un abonnement. Donc voilà, vous avez, je ne sais pas moi, vous êtes un site de rencontre, vous avez un souci parce que votre image est impactée, vous avez beaucoup d'utilisatrices qui partent parce qu'il y a des gens, il y a des personnes sur votre plateforme qui harcèlent sexuellement vos utilisatrices. Vous utilisez Bodyguard et grâce à la technologie Bodyguard, vous pouvez retirer en temps réel tous les contenus liés au harcèlement sexuel. Et ainsi protéger et modérer vos plateformes et donc gagner en images, nous aider, nous, dans notre super mission
Et c'est quelque chose, encore une fois, une situation gagnante-gagnante qui est très bien pour tout le monde. Des prix, des distinctions comme IA for Good au Salon d'intelligence artificielle Paris ou encore le Google Impact Safety Challenge, ou là maintenant le palmarès 30 Under 30 Forbes. Quel effet ça fait? Qu'est-ce que ça apporte ensuite? Déjà, c'est super d'être reconnu pour le travail qu'on fait. Étant donné que l'être humain a tendance à uniquement se concentrer sur le négatif, nous, ce qu'on essaie de faire chez Bodyguard, c'est surtout se concentrer sur le positif, parce que si on se concentre que sur le négatif, étant donné qu'on voit que ça tous les jours, c'est assez compliqué. Donc, c'est vraiment que ce soit les retours utilisateurs, que ce soit les prix Google, que ce soit les prix AI, les articles presse, les gens qui parlent de nous, on est vraiment très contents et c'est ça qui, moi personnellement, m'a donné ce petit coup de boost nécessaire dans les moments un petit peu plus difficiles pour continuer ce qu'on faisait. Donc c'est quelque chose de super. Ça montre également que notre technologie est reconnue et validée par des grands comme Google et c'est super de travailler main dans la main avec eux pour essayer de finalement avoir un impact positif et lutter au mieux contre ce cyberharcèlement, contre ce nouveau fléau. Donc c'est quelque chose vraiment de très positif. Euh, et voilà, ça fait plaisir de voir que les choses en France changent pas mal, qu'on commence finalement à récompenser des entreprises qui sont sociales et non pas que les grosses multinationales qui font du chiffre. Donc tout ça, c'est très positif. Avec ce gros bras, on retrouve l'application Bodyguard sur les App Store. On vous retrouve également sur votre site bodyguard.ai. À très bientôt, Charles. Merci beaucoup. Merci beaucoup Yves, merci beaucoup Forbes. À très bientôt. Retrouvez-nous avec d'autres lauréats du palmarès 30 Under 30. Je vous invite à laisser vos commentaires, vos suggestions, à liker la vidéo, à la partager. Salut, c'était Yves Noël pour Forbes 30 Under 30. Bye bye.